Il y a quelques semaines maintenant, je participais à un événement aux États-Unis avec les plus grands entrepreneurs de la planète. En repartant de cet événement, j'ai créé une liste des 10 traits de caractère qui font que ces personnes-là réussissent mieux que 99% des gens. J'ai créé ce que j'appelle les 10 clés mindset que j'ai ensuite partagé à l'ensemble de mes membres dans mes programmes qui m'ont dit « Lohan, ce que tu viens de nous partager là est d'une puissance incroyable, il faut absolument que tu partages ça à un maximum de personnes. » Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de packager cette masterclass et de vous la partager aujourd'hui et surtout à tout le monde sur ma chaîne YouTube. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car les 2 dernières clés mindset ont le pouvoir de littéralement changer ta vie mais surtout propulser ton business si tu les appliques correctement. N'oublie pas non plus de liker si tu as aimé cette vidéo, de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, mais surtout de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir davantage de contenu business comme celui-ci et d'activer bien évidemment la cloche de notification pour savoir à chaque fois que je sors l'une de mes vidéos. Salut à toi, avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Donc, concernant la session d'aujourd'hui, donc on a défini ensemble qu'est-ce qui était le mindset. Je le répète, c'est ni plus ni moins que l'état d'esprit. D'accord? C'est notre état d'esprit, c'est la façon dont on agit et on réagit aux choses du quotidien, la façon dont on pense, voilà, nos différentes croyances, bref, ça englobe énormément de choses. Et en tant qu'entrepreneur, il est extrêmement important de juste comprendre que notre état d'esprit conditionne énormément de choses, notamment nos résultats. Avoir une activité qui soutient notre envie et qui nous permet de nous sentir confortable, mais également aussi d'avoir des relations saines qui nous permettent justement de nous sentir bien et de ce fait d'allier le pro et le perso pour maximiser nos résultats. Okay, mais ce qu'il faut déjà d'abord comprendre, c'est que c'est à nous d'influencer ces deux choses-là, et le pro et le perso. Et pour ça, il n'y a que l'état d'esprit. Est-ce qu'on est clair par rapport à ça? J'adore une citation, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais je me l'étais notée, et elle est restée dans ma tête très, très, très longtemps. Ça doit faire 2-3 ans que je l'avais entendu. Si, je sais que c'est qui l'a dit. C'est, je ne sais pas si certains étaient venus à Annecy lors de la dernière rencontre qu'on avait fait en mars dernier. Il y avait un intervenant qui s'appelle Anthony Morvan, qui est le fondateur du programme Alpha Body. C'est un programme de coaching sportif pour les hommes qui est très, très connu. C'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années, et une fois, on a discuté ensemble, il avait dit, c'est pas à propos de l'entrepreneuriat, c'est pas à propos de ce que tu fais, c'est à propos de qui tu es. Et ben, je trouve que cette phrase-là, elle englobe vraiment la notion de mindset. C'est pas à propos de ce qu'on fait, c'est à propos de qui on est. Pourquoi c'est simple? C'est qu'aujourd'hui, quand on analyse par exemple dans l'accélérateur, on a quasiment tous les mêmes stratégies. On connaît tous, grosso modo, on a tous lu le même contenu, on a tous assisté au même coaching. Mais comment on explique que certains ont des résultats différents des autres? Comment on explique que certains vont beaucoup plus vite? Comment on explique que certains vont beaucoup plus loin? Alors qu'ils ont la même chose, alors qu'ils font la même chose. C'est simplement que ce qui diffère, c'est qui ils sont. D'accord? Donc, pour démarrer, la première chose que je voudrais voir et le premier élément mindset que je voudrais vous partager, c'est quelque chose de fondamental. J'en discutais hier avec 2 entrepreneurs en ligne. C'est des personnes qui génèrent plus de 200 000 € par mois. Et ils nous ont dit ce qui nous a changé la vie, c'est le jour où on a pris conscience de cette chose. Ils ont appelé ça l'extreme ownership. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement prendre l'entière responsabilité de ce qui nous arrive. Donc, en 1, c'est prendre l'entière responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est entrepreneur, on est libre de nos choix, on est libre de nos actions, on est libre de rencontrer qui on veut, on est libre de parler avec qui on veut. Ce qui veut dire que, peu importe ce qui nous arrive, bien comme mauvais, exceptionnel comme catastrophique, est notre propre responsabilité. Et souvent, on a des personnes qui, généralement, sont au début, d'accord? Généralement, ce n'est pas les personnes avancées qui font ça, mais généralement au début, quand on est quand on se lance, quand on est dans notre première, deuxième année d'entrepreneuriat, on a des personnes qui vont dire « oui, mais ce n'est pas vraiment ma faute. C'est la faute de Facebook et des publicités qui ne fonctionnent pas pour moi. C'est la faute de mes prospects dans mon groupe Facebook qui n'interagissent pas. C'est la faute des gens. Ils n'ont pas l'argent, ils ne veulent pas payer. »
c'est la faute de l'application de coaching que j'utilise qui fait que bugger. Non, ce qui est hyper important de toujours se rappeler, c'est qu'on est responsable de tout parce que c'est nous qui avons choisi de publier ce type de contenu, c'est nous qui avons choisi d'utiliser cette application de coaching-là, etc., etc. Mais ce qui est bien et la bonne nouvelle, c'est que peu importe les choix qu'on a fait par le passé, même s'ils sont mauvais, on peut toujours les changer, à condition qu'on prend l'entière responsabilité de tout ce qui nous arrive. Et c'est valable vraiment dans tous les domaines. Et je pense même que c'est une des clés pour avancer dans la vie dans tous les domaines. Je vous prends un autre exemple concret. Il n'y a pas très longtemps, un de mes collègues, j'étais au rendez-vous avec lui juste avant, avait un souci avec un de ses membres d'équipe. Il avait recruté des gens dans sa société et il y avait quelqu'un, notamment ce qu'on appelle un bras droit, avec qui ça se passait très, 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 très mal. Et on faisait que d'en discuter et sans cesse, il disait, voilà, en gros, je vous résume le truc, mais il fait chier, il fait chier, il fait chier en disant, bah, c'est sa faute, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Et un jour, autour d'une discussion, je lui dis, mais après, il faut quand même oublier une chose, c'est que dans cette situation-là, il y a deux choses qui se passent et pour lesquelles tu es responsable. Et c'est un ami à moi. Hein. Tu es responsable d'avoir choisi cette personne-là au début, en un. Donc ça, c'était ta responsabilité. Tu as été responsable de créer la relation avec cette personne tout au long de votre collaboration, et ça a aussi été ta responsabilité. Et aujourd'hui, c'est également ta responsabilité de ne pas arrêter la relation avec cette personne-là. Donc, c'est ta responsabilité et ce n'est pas la sienne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il en a pris conscience et j'ose espérer que la relation va se terminer bientôt. Donc, c'est valable également dans des relations. C'est valable dans le business, c'est valable dans tout ce qui nous arrive au quotidien. Mais à partir du moment où on rejette toujours la faute, soit sur les autres, soit sur les circonstances, okay, parce que c'est un peu les deux types de choses sur lesquelles on peut rejeter la faute, bah, malheureusement, on ne peut pas avancer. Parce que la seule chose que l'on maîtrise, c'est quoi? La seule chose sur laquelle on peut avoir une action, la seule chose sur laquelle on peut changer vraiment les choses, nos choix. Il n'y a que ça qu'on peut changer. Rien d'autre. On est d'accord par rapport à ça? Évidemment, après, nous, c'est quoi? C'est nos pensées, nos croyances, nos actions, nos réactions, la façon dont on parle, la façon dont on communique. Point numéro 2. Le point numéro 2, c'est quelque chose que je remarque qui fait défaut à 90% des personnes dans ce programme, qui m'a fait défaut à moi pendant très longtemps. Et plus vite on en prend conscience, plus vite on peut avoir des super résultats dans son activité. Ce truc, c'est la capacité à rester focus. Vous m'avez tous déjà entendu le dire, que ce soit dans le programme, que ce soit dans les lives, que ce soit dans beaucoup de mes vidéos, c'est la capacité à mettre les œillères et rester focus sur ce que l'on fait, notre stratégie, notre méthode. Et arrêter de regarder tout ce qui se fait autour. Je vous prends un exemple concret. Il y a 6 ans, j'ai essayé de lancer cette activité d'accompagnement pour coach. J'étais un très bon coach sportif en présentiel, j'étais un très bon formateur commercial avec un gros point fort pour la vente. Je formais également d'autres coachs dans ma structure à Genève à vendre du personal training, vendre leurs sessions. J'étais aussi appelé à recruter des personnes. J'étais très bon sur le terrain. Mais quand il s'agissait de développer une activité en ligne, j'étais perdu. Et à l'époque, j'avais fait appel à des personnes pour me filer un coup de main. Et j'avais utilisé plusieurs personnes en même temps. Donc, je suivais un tel. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que je partais dans tous les sens. Je testais une chose, une autre, une chose, encore une autre. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Vous m'avez tous déjà entendu le dire. À chaque fois, on recommence à zéro. À chaque fois qu'on change de stratégie, de positionnement, de niche, son offre, une autre stratégie parce que X ou Y ne fonctionne pas, ou alors parce qu'on pense qu'elle ne fonctionne pas, à chaque fois qu'on fait ça, on redémarre de zéro. Et je vais vous dire des choses cruelles. Je connais des entrepreneurs qui font ça depuis 10 ans. Et je connais même des personnes qui font ça toute leur vie. Changer sans cesse. Et je prends une image, et vous m'avez sûrement déjà entendu le dire dans la plateforme, et pour ceux qui ne l'ont pas entendu ou qui ne seraient pas encore à cette vidéo-là, je vais vous le redire, c'est exactement comme nos clients quand ils vont sauter de diète en diète ou de programme en programme chaque semaine. Un programme par-ci, un programme par-là, vas-y que je coupe pendant 3 semaines, vas-y que je reviens pendant 1 semaine, ah bah j'ai pas les résultats que je veux, j'abandonne. Ah tiens, j'ai pas les pecs qui ont gonflé en 3 semaines, je vais changer de programme parce qu'un tel, il doit avoir une meilleure méthode. Bah, qu'est-ce qui se passe quand des personnes font ça? La bulle. Okay. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Et là, je parle de nos clients, je ne parle pas de nous. Hein.
Est-ce qu'on est d'accord que quelqu'un qui saute de diète en diète, de programme en programme, n'obtient jamais de résultat ou que très, très peu? Yes. Dites-vous bien une chose, c'est que le business, c'est la même chose. On est des entrepreneurs tous ici. On doit fonctionner comme des entrepreneurs. Il y a énormément de parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat. Ça tombe bien, on maîtrise tous le sport. Ça va nous aider à maîtriser l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est simplement de rester focus et de faire les répétitions. C'est tout. On met un plan, une stratégie, ça tombe bien, il y en a une dans l'accélérateur, et on garde le cap. OK? Et si on n'a pas les résultats qu'on veut, c'est peut-être qu'il faut faire un peu plus. OK? Est-ce que ça vous parle, ça? Le fait de rester focus. Pourquoi je vous dis ça? Volontairement, je vous alerte là-dessus, que je sais que la grande majorité d'entre vous seront amenés une à plusieurs fois à vouloir changer de stratégie parce que vous avez vu une pub sur Internet d'un autre truc qui marche bien ou vous avez vu un autre coach faire ça et on va changer, on va changer. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on change de stratégie, de méthode ou qu'on dévie notre focus? On redémarre de zéro. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un qui change de programme toutes les semaines, mais qui continue à s'entraîner toutes les semaines, d'accord, on va dire qu'il continue à s'entraîner, mais qui change quand même de programme, alors que quelqu'un… Alors, pardon, je vais faire différemment. Est-ce que c'est mieux de s'entraîner tous les jours pendant 1 an, n'importe comment, en partant dans tous les sens, ou est-ce que c'est mieux de s'entraîner 3 fois par semaine avec un plan précis et progressif sur 1 an? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Option 1 ou option 2? J'ai vu des sourcils se lever comme quoi c'était logique. Le plan. Option 2, OK? Donc, ça nous montre bien que le fait d'avoir un plan et de rester focus dessus, sans vouloir, comme un malade, aller dans tous les sens, tout tester pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, etc., donne plus de résultats. En business, c'est pareil. OK? Est-ce que j'ai suffisamment insisté sur ce point-là? Je pense que oui, mais c'est trop important. Et je vois trop de personnes qui se perdent, même dans ce programme. OK? Qu'est-ce que je notais en point 3? OK, point 3. Le point numéro 3, c'est également un problème qui revient souvent, notamment quand on démarre au début, c'est qu'on ne se concentre pas sur les problèmes macro. Je m'explique. Il y a 2 types de problèmes quand on est entrepreneur. Il y a les problèmes micro et les problèmes macro. Qu'est-ce que c'est que les problèmes macro? C'est les problèmes les plus importants. C'est les problématiques business, les enjeux sur notre écosystème, sur notre stratégie. C'est les choses qui apportent le plus de levier sur notre activité. Et il y a les problèmes micro. Les problèmes micro, c'est oui, la couleur de mon logo ne me plaît pas. Oui, je ne sais pas quel nom je vais mettre à mon groupe Facebook. Ah oui, mais il n'a pas répondu à une réponse dans un questionnaire. Il est extrêmement important en tant qu'entrepreneur que vous vous identifiez quels sont les problèmes macro où je dois passer du temps et quels sont les problèmes micro qui n'ont que très peu d'importance. Okay? Et c'est souvent une des problématiques qu'on rencontre, c'est de passer trop de temps sur des choses qui n'ont ni queue ni tête. Tout le monde s'en fout de la couleur de notre logo, mais tout le monde s'en branle. Level Up, que le logo il soit rouge ou bleu, c'est pas ça qui aurait changé quelque chose à votre choix. Que le nom de mon groupe, ce soit l'accélérateur ou les secrets du coaching en ligne, ou que ce soit le secret des coachs qui sont en forme, ça n'aurait pas changé grand-chose non plus. Ce qui est extrêmement important quand vous avez à réfléchir sur des sujets, c'est posez-vous toujours cette question-là. Est-ce que je suis en train de passer du temps sur un truc qui est micro ou un truc qui est macro? L'autre moyen de se poser la question pour très bien les différencier, c'est de dire est-ce que ça va réellement faire avancer mon business vers mon objectif? Ou est-ce que, non, au final, ça n'a pas vraiment de sens? Et il va falloir apprendre, parce que plus vous allez avancer, plus vous allez voir que des choses que vous pensez macro sont en fait juste micro, parce que je sais que pour certains d'entre vous, par exemple, votre logo, c'est une histoire de vie ou de mort, peut-être à l'heure aujourd'hui, et c'est pas grave, on est tous passés par là. Mais en réalité, on s'en fout, et tout le monde s'en fout. OK? Apple, s'ils avaient mis la pomme rouge, on achèterait quand même leur iPhone. OK? Donc, c'est extrêmement important, et c'est vraiment là où je veux insister, c'est concentrez-vous à fond sur les vrais problèmes. Ceux qui, quand vous allez bosser dessus, vont faire avancer. Exemple,
avancer sur la formation. Ça, c'est un problème macro. Et s'assurer d'être on time chaque semaine. Ça, c'est un problème macro. Okay, un autre, faire vivre sa communauté de prospects. Si on ne fait pas vivre sa communauté de prospects, on ne fait pas vivre de business. Point. C'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Autre problème macro, comment je délivre une super expérience à mes clients. Ça, c'est un problème macro. L'expérience doit être bonne. Vous devez créer une belle relation avec vos membres, apporter de vrais résultats et rendre le plus fluide possible la façon dont vous accompagnez vos membres. Ça, c'est un problème macro. Mais la couleur de votre post, comment vous soulignez un réel, votre photo de profil, ce ne sont que des soucis micro. Donc, s'il vous plaît, ne passez pas de temps là-dessus et ne passez pas des semaines sur des choses qui n'ont pas d'importance. Et concentrez-vous sur les choses qui font réellement avancer les choses. Faites-moi un pouce juste pour me dire si c'est OK pour ça. Et j'aimerais bien que vous me donniez un petit exemple là. Est-ce qu'il y a un truc qui vous fait tilt sur lequel vous avez passé beaucoup de temps et qui en fait n'était qu'un problème micro? Est-ce que je pense qu'on a tous un exemple comme ça? Alors moi, clairement, je vais être honnête avec vous, c'est la couverture de mon premier e-book de ma vie. C'est simple, un truc qui aurait dû prendre 1h15 après 1 mois et demi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a personne qui l'a vu derrière. Parce que je ne l'ai même pas publié. Donc ouais, je vois les photos Facebook, les premières publications, voilà. Ça, tout ce que je suis en train de voir arriver, honnêtement, on n'en a rien à faire. Et sachez une chose en plus, c'est que vous allez améliorer toutes ces choses-là au fur et à mesure du temps. D'accord? Ce que vous faites là aujourd'hui, les logos, les photos de profil, les couleurs de poste, etc., ce sera même plus vrai dans 3 semaines. Ce sera plus vrai dans 1 mois, encore moins dans 1 an, ça va évoluer. Donc, ne passez pas de temps là-dessus parce que quoi qu'il arrive, ça va changer. OK par rapport à ça? Good. Quatrième point, et celui-ci est extrêmement important. Et il y a moins de personnes qui ont ce souci-là ici, mais c'est quand même extrêmement important à souligner. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans la vie quelles sont les personnes qui avancent le moins vite et qui ont le moins de résultats? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là, de dire c'est quoi le truc commun des gens qui ne réussissent pas ou qui n'atteignent pas leurs objectifs? Alors là, je vois les personnes négatives, il y a ça, ouais. Celles qui ne prennent pas de risques, pas de prise de décision, celles qui se posent trop de questions, les plus intelligentes, celles qui n'y croient pas, celles qui réfléchissent trop, celles qui réfléchissent plus qu'elles n'agissent, celles qui ne vont pas au bout, celles qui ne se positionnent pas, celles qui procrastinent, etc. Vous savez quoi? Toutes les réponses qui viennent d'arriver ont toutes un point commun. D'accord? Et on est vraiment pas loin du truc. Les gens qui ont le moins de résultats, notamment dans l'entrepreneuriat, d'accord? Je ne parle pas des autres domaines de vie, je vais vraiment parler entrepreneuriat, sont les personnes qui n'arrivent pas à prendre de décision. Ou du moins, qui ne prennent pas de décision assez rapidement. C'est des gens qui vont, comment on appelle ça? En anglais, c'est overthink, ça veut dire en gros qu'ils pensent beaucoup trop, qui veulent tout contrôler, qui veulent tout maîtriser de A à Z, mais dites-vous bien une chose, c'est que quoi qu'il arrive sur une décision à prendre, on ne maîtrise jamais 100% des paramètres. Et souvent, est-ce que ça change vraiment quelque chose de maîtriser 80% ou 90%? De mon point de vue, non. Ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? C'est que plus vite on est en capacité de prendre des décisions, soit pour passer à l'action, soit faire un choix, soit démarrer quelque chose, soit lancer son offre, soit appeler sa liste des 40, soit faire ses premiers appels de vente, soit lancer son premier client. Plus on tarde à le faire, moins on va vite. Ce que j'aime bien dire par rapport à la capacité à faire des choix, c'est ce truc-là. C'est que quand on a un choix à faire, en tout cas, je vous partage quelque chose de personnel là, c'est quand j'ai un choix à faire, je me pose toujours cette question. Il y a un choix plus ou moins difficile à faire. Qu'est-ce qui peut se passer dans les 2 cas? Je prends toujours le pire, je fais ce choix-là. Qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas? Et si je fais ce choix-là, qu'est-ce qui peut se passer dans le meilleur des cas? Je prends mes 2 réponses. Et si la réponse du négatif, ce n'est pas « je suis à la rue » ou « je suis mort », je fonce. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Il y a des gens qui vont avoir besoin un peu plus de sécurité que moi. Moi, c'est simple, c'est en gros, les 2 seules choses, grosso modo, qui peuvent me faire dire non à un choix que j'ai envie de faire, c'est est-ce que ça va me mettre sous un pont la nuit prochaine ou est-ce que je serai mort? Au-delà, je me dis, ça vaut le coup de le tenter si j'ai vraiment envie de le faire. Posez-vous toujours cette question-là quand on a un choix à faire.
qu'est-ce que je risque dans le pire des cas et dans le meilleur? Je pense à un truc qui est revenu là récemment, une discussion que j'ai eue hier avec un membre qui me dit: «Oui, mais Lohan, tu comprends, je ne peux pas tout de suite lancer la publicité Facebook parce que je ne me sens pas encore prêt, et cetera». Alors que c'est quelqu'un qui avait vraiment un écosystème qui était c'était déjà très complet. Ou quelqu'un qui me disait: «Voilà, Lohan, l'accélérateur m'a aidé à faire tant de chiffre d'affaires et tout, j'ai envie de continuer à avancer et j'hésite à investir dans un autre mastermind à un autre endroit, mais c'est trop cher». Et la réponse, c'est la même, en fait. C'est: qu'est-ce que tu risques à investir un peu d'argent en publicité Facebook? Est-ce que tu vas être sous un pont dans 6 mois ou 1 an parce que tu ne pourras plus te loger? Ou est-ce que tu as un risque de mourir? La réponse dans ce cas-là, c'était non. Donc, essaye. Et si ça ne marche pas, tant pis. Ce n'est pas grave. Investir de l'argent, par exemple, là, c'était le cas d'un mastermind. C'est quelque chose qui coûte un peu plus de 10 000 euros. Donc, c'est un investissement quand même notable. Mais pour cette personne-là, ce n'était plus un investissement notable parce qu'il avait déjà bien gagné avant ça. Qu'est-ce que tu risques? C'est quoi le pire des scénarios si tu as investi dans ce truc? Et c'est quoi la pire des choses qui peut se passer? Tu auras appris des choses. Tu auras rencontré des personnes. Tu auras certainement fait des ventes grâce à ce que tu auras appris. Qu'est-ce que tu risques? Donc, tout ça pour vous dire, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que quand vous êtes face à un choix, je vous invite vraiment à réfléchir de cette manière-là, ou peut-être si vous avez autre chose, d'autres méthodes, ou peut-être d'autres schémas que vous utilisez déjà, mais demandez-vous toujours, qu'est-ce qui peut se passer si je prends l'un ou l'autre? Okay. Si je dis oui, qu'est-ce qui peut se passer? Si je dis non, qu'est-ce qui peut se passer? Et dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et généralement, on voit que dans le pire des cas, il ne va pas nous arriver grand-chose. Et trop souvent, on procrastine sur des choses, on réfléchit beaucoup trop sur des choses, on ne passe pas à l'action sur des choses alors qu'on ne risque rien. Je vous prends un exemple concret qui va parler à beaucoup d'entre vous. On a une phase dans l'accélérateur qui s'appelle liste des 40. Je pense que ça parle à tout le monde, ou du moins, il y en a à qui ça va parler très vite. C'est une phase durant laquelle je vous demande de contacter des personnes pour tester votre offre. Je vais vous donner une statistique que très peu de vous connaissent, d'ailleurs peut-être personne ne connaît. Sachez une chose, c'est que 70% des membres ici ne la font pas. Ça paraît énorme, alors que c'est le socle même de la réussite dans l'accélérateur. OK? Comment je le sais? Parce qu'en fait, vous ne le savez pas, mais en fait, nous, avec la plateforme de formation, on a les statistiques de tout le monde et on voit où est-ce que tout le monde passe. D'accord? Et on voit les modules qui sont faits, ceux qui ne sont pas réalisés, etc. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est simplement une peur. D'accord? La peur de prendre la décision de contacter quelqu'un, de se rater, de faire mauvaise impression, de que la personne n'achète pas, etc. Et malheureusement, quand on rate ça, bon, si on rate cette étape-là, je ne vous cache pas que c'est très difficile de réussir dans le programme. C'est un exemple tout bête que je vous donne. Mais il aurait fallu se poser la question, OK, je suis en inconfort par rapport à cette liste des 40 ou n'importe quelle étape que vous allez rencontrer au cours de ce programme ou même au cours de votre vie d'entrepreneur, et juste de se poser la question, OK, je suis en inconfort, ce n'est pas un truc que j'ai envie de faire, OK. Déjà, il faut se demander pourquoi on n'a pas envie de le faire, parce que si on n'a pas envie de le faire, c'est qu'il doit y avoir une raison. Hein. Et la seconde, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je risque à le faire? OK, j'appelle 15 personnes, contacte 15 personnes de mon entourage, qu'est-ce que je risque? C'est quoi le risque? Par contre, quel peut être le bénéfice? Et là, par contre, on peut dire, ah tiens, il peut y avoir là mes premiers clients. Ça peut être mes premiers clients. On peut me recommander aussi à d'autres personnes. Ça peut aussi me permettre de m'entraîner, à pitcher mon offre, à raconter ce que je fais. Peut-être commencer à me faire connaître un petit peu. Bref, vous avez compris mon point ici. Je ne vais pas rester plus dessus, mais quand vous avez une décision à prendre, et on en a tous autant qu'on est ici, on a tous des décisions difficiles à prendre et elles sont toutes de niveau égal. C'est ce qu'il faut bien se dire. Ce n'est pas parce qu'on est débutant que les décisions ne sont pas dures. Ce n'est pas parce qu'on est avancé que les décisions ne sont pas dures. Ce n'est pas parce qu'un tel a tel niveau de business que les décisions ne sont pas dures. Ce qui est dur, c'est de prendre la décision. Et de peut-être parfois se dire, OK, je ne maîtrise pas tout, mais je la prends quand même. OK? Je sais que c'est un sujet qui n'est pas évident pour tout le monde. Volontairement, j'en parle. Volontairement, je reste dessus. Mais je vous jure que le jour où on comprend ça et on arrive à prendre des décisions et à accélérer le processus de prise de décision, tout va beaucoup plus vite. Tout va beaucoup plus vite. OK? Est-ce qu'on est good? Mettez-moi les petits pouces si on est bon par rapport à ça. Et si je ne vous ai pas endormi, on va voir si… Perfecto. Allez, le prochain, il est beaucoup plus rapide que les autres. On est quoi, 5? 5e point.
5e point, c'est extrêmement simple. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi également sur les personnes qui réussissent le mieux, notamment dans le programme cette fois-ci. C'est des personnes qui apprennent tous les jours. Alors, hyper bateau, mais il est important d'être intéressé / passionné par ce qu'on fait. Que ce soit la pratique sportive, l'entraînement, la nutrition, la prépa physique pour certains, ça peut être la préparation mentale pour d'autres. Et pour certains, ça va également être le développement d'un business, lire des bouquins de développement personnel, écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube aussi. Mais il est extrêmement important d'apprendre chaque jour. Et quand je vous dis apprendre, je ne dis pas apprenez tout de l'accélérateur ou de Fitness Hero parce qu'on a la science infuse. Non, bien au contraire. Je vous invite à apprendre sur d'autres sujets et de le faire régulièrement. C'est important de cultiver et de remettre en question ce qu'on connaît déjà. Attention, et je mets un attention là-dessus. Vous l'avez vu dans la liste, je vous l'ai mis après le rester focus. Si on sait qu'on doit rester focus sur notre stratégie, mais qu'après on continue à apprendre, se former, etc., et qu'on se demande comment est-ce que ce que j'apprends, je peux l'utiliser dans ma stratégie actuelle, c'est là où on devient très fort. Est-ce que ça fait sens, ça? Comment est-ce que ce que j'apprends, comment est-ce que ce que j'écoute, comment est-ce que ce que je découvre peut aider à ma stratégie actuelle sans jamais s'en détourner? Yep. Je dis pas que des fois, vous pouvez vous dire j'apprends un truc, en fait, je me suis rendu compte que j'avais tout faux et je fais un truc différent. Mais là où vous êtes, notamment quand il s'agit de business, je ne vous cache pas que c'est très difficile d'avoir tout faux. Est-ce qu'on est OK par rapport à ça? J'ai remarqué en tout cas que les membres qui réussissaient le plus étaient ceux qui se formaient quotidiennement, et notamment sur le business. C'est hyper important que je vous le dise aussi, mais il faut aimer ce qu'on fait, il faut prendre plaisir à développer ses stratégies, à créer sa relation avec ses prospects, avec ses clients, à s'intéresser aux nouveautés, de ce qui se passe, etc. Yep. Alors pour certains, ça va être beaucoup plus facile. Il y a déjà des personnes qui sont déjà passionnées, d'autres pour qui ne le sont pas, mais c'est juste hyper important d'apprendre. C'est tout. Le point suivant, c'est ce dont je vous ai parlé en intro. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est une prise de conscience personnelle sur laquelle je veux très rapidement revenir. Je vous ai parlé qu'au début, mes prises de conscience sur les dernières années, c'était de dire que c'était moi qui influais sur les personnes autour de moi. Et j'aimais un petit peu aller plus loin. J'ai vraiment à cœur, moi, dans mon activité de tous les jours, non pas d'influer, mais d'élever les gens qui sont autour de moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'essaye que tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends et toutes les personnes avec qui j'interagis, aller à 99% de ceux avec qui j'interagis, mais en tout cas dans mon activité, dans mon business, dans mes collaborations et même avec les gens qui travaillent avec moi chez Level Up, qui pour certains d'entre vous connaissez bien, j'essaye qu'à mon contact, ces personnes-là s'élèvent, soit parce qu'elles apprennent des choses, soit parce qu'elles se sentent mieux après une discussion avec moi, soit parce que tout simplement elles ont vécu une belle expérience, soit parce que, comme vous, ils ont gagné plus d'argent et ils sont devenus libres, soit parce que, comme avec mes clients en coaching sportif, ils se sentent mieux, ils ont perdu du poids, leur vie elle change. J'essaye automatiquement d'élever les gens autour de moi. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est extrêmement important de faire en sorte que ce ne soit pas à propos de nous, mais que ce soit à propos des personnes qui nous entourent. On doit faire en sorte que les gens se sentent mieux autour de nous. Prospects, clients en priorité. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça ou pas? Ou est-ce que vous me trouvez extrêmement perché? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Qu'est-ce qui se passe quand on aide les autres, quand on les élève, quand on les met en avant, quand on les fait se sentir bien, mieux, plus libres? Automatiquement, ces gens-là, ils ont envie soit de rester avec nous, soit de nous rendre l'appareil, soit de nous donner plus, comme le dit Mika. Ok? Automatiquement, ça nous revient. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que beaucoup de personnes ici veulent prendre avant de donner. Moi, le premier, quand j'ai commencé, d'accord, en tant que coach en ligne, je me disais, j'ai envie de prendre leur argent et ensuite je les coacherai. Sauf que ça ne marche pas comme ça. D'accord? Il faut d'abord donner. D'abord aider les autres. D'abord apporter de la valeur, nous, pour ensuite peut-être
attendre quelque chose en retour. Un autre exemple. Il y a beaucoup la chose qui revient, oui, mon groupe Facebook n'est pas trop actif, les gens n'interagissent pas, les gens ne répondent pas, etc., etc. Ou même sur Instagram. Mon compte Instagram, il y a très peu d'interactions, personne répond ou commente mes stories, etc. C'est simplement qu'on n'apporte pas suffisamment aux autres. Aussi simple que ça. Alors là, je suis un petit peu tranché dans ce que je suis en train de vous partager. Mais par exemple, si aujourd'hui on a un groupe Facebook qui n'interagit pas ou des gens qui ne viennent pas sur un groupe Facebook, c'est simplement qu'on n'apporte pas suffisamment de valeur à l'intérieur et qu'on n'aide pas suffisamment les gens. Et je vous invite vraiment à vous poser la question, c'est est-ce que je donne suffisamment aux gens pour qu'ils aient envie de bosser avec moi derrière? Je reprends encore une fois une petite histoire qui va juste vous parler, qui va illustrer mon propos là aujourd'hui. J'ai eu une discussion il y a une semaine en arrière avec un des membres qui me disait, écoute Lohan, j'envoie des messages tous les jours, j'envoie 50 messages sur Instagram à des prospects potentiels et j'arrive pas à faire de vente. Ma question était la suivante. Si toi, on t'envoie des messages tous les jours pour te vendre quelque chose, est-ce que tu achètes? Je pense qu'on est tous d'accord. D'accord? C'est même pas la peine que je vous donne la réponse, on est tous d'accord. Alors que, plutôt que passer du temps à écrire des messages en disant aux gens, tu vas acheter, tu vas acheter, tu vas acheter, je schématise, hein, c'était pas tout à fait comme ça, mais gros, quand on connaît un peu le marketing, ou même pas d'ailleurs, on le ressent un peu comme ça. Plutôt que de passer du temps à envoyer des messages, je ne dis pas qu'il ne faut pas envoyer de messages, je dis juste, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question de qu'est-ce que je peux faire tous les jours qui apporterait de la valeur à mon audience, à mes prospects, pour qu'ils aient envie d'eux-mêmes de travailler avec moi. Je vous invite tous d'ailleurs à vous poser cette question-là. Il y en a qui le font déjà très bien, il y en a qui le font moyennement bien, il y en a qui ne le font pas très bien. Mais posez-vous cette question, qu'est-ce que je peux faire tous les jours qui donne envie aux gens de travailler avec moi? Parce qu'on peut envoyer tous les messages du monde. Si on est un coach lambda, pourquoi les gens voudraient bosser avec nous? Pourquoi? Vous avez beau être un bon vendeur, vous avez beau avoir une super offre, vous avez beau avoir une super application de coaching, pourquoi les gens achèteraient chez vous? Okay. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse type à ce que je suis en train de vous partager là. Ce que je peux juste vous dire, c'est que sur les dernières années, ce qui fonctionne le mieux, c'est de créer des interactions en live régulièrement avec notre audience, en donnant, donnant, donnant. Et souvent, on confond ce que c'est que le mot donner. On a l'impression qu'il faut leur faire des cours en live dans tous les sens, qu'il faut parler pendant des heures d'un concept très, très poussé. Pas du tout. Okay, ça peut être des simples conseils, ça peut être simplement parler de votre propre vie, ça peut être parler de la vie de vos prospects, ça peut être parler d'une étude de cas d'un de vos membres, ça peut être parler de ces choses. Ce que je peux juste vous dire, c'est que le format qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est le live, soit vidéo. Par exemple, je ne sais pas si tout le monde est dans le groupe Les Secrets du Coaching en ligne, mais par exemple, une fois par semaine, je fais un live à l'intérieur de ce groupe-là, où j'apporte de la valeur, c'est-à-dire des clés concrètes à mettre en place de suite, qui aident déjà les personnes. Et ensuite, une fois que j'ai déjà aidé un petit peu et que j'ai montré que j'étais crédible, veulent travailler avec moi. C'est ma façon de faire. Il y en a d'autres. Ça peut être des stories sur les réseaux sociaux. Ça peut être des épisodes de podcast pour certains. Mais je conseille fortement, notamment parce que vous êtes ici, d'utiliser les groupes Facebook et les lives à l'intérieur pour créer de la relation. Ça peut être des séances de sport ensuite. Je pense à une de nos anciennes membres qui s'appelle Manon, qui, elle, fait des recettes toutes les semaines avec une grande partie des filles de son groupe. Donc, elle se met à sa cuisine, elle se filme et elle fait la recette tous les mercredis soirs avec elle. Donc, elles cuisinent tout ensemble. Alors, ça paraît tout con, mais imaginez la puissance de la relation qu'on crée quand on est en train de cuisiner avec les membres de notre groupe. Imaginez. À une époque, j'avais fait la machine à café, c'est-à-dire on se pose à un moment donné juste pour discuter. Juste pour ça. Et ça, on ne se rend pas compte que c'est ça la vraie valeur. C'est l'échange, la discussion, l'écoute. Alors, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Je ne vais pas en lister, je vous ai déjà donné quelques petites idées, mais n'oubliez juste pas ça. C'est faites en sorte que chacune de vos interactions avec les gens, prospects, clients, entourage, mentor, coach, n'importe qui, élève les gens autour de vous.
En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et élever, c'est pas apprendre quelque chose systématiquement. Parfois, c'est être à l'écoute. Parfois, c'est partager. Parfois, c'est parler de notre propre expérience. Il y a plein de choses à le faire, mais juste faites en sorte une chose. Et moi, j'ai un critère par rapport à ça. Je peux dire, chacune des personnes avec qui j'ai parlé, j'ai un critère pour dire est-ce que cette personne-là m'a élevé ou non. C'est simplement, je prends la sensation que j'avais au début de la discussion, la sensation que j'ai à la fin, et le delta entre les deux fait que est-ce que cette personne-là m'a élevé ou au contraire, pas du tout. Et je prends juste cet indicateur-là et ça me suffit pour dire est-ce que cette personne-là m'élève ou non. Est-ce que ça vous parle? Donc, rappelez-vous toujours ça. Quand vous discutez, en tout cas, je partage, c'est ma façon de faire. Je ne dis pas que ce sera la même pour tout le monde. Personnellement, comment j'estime que quelqu'un m'élève et comment j'ai envie que vous ressortiez, par exemple, à chacune des interactions avec moi, notamment ce qu'on est en train de faire là, j'ai envie que votre niveau d'énergie soit non pas au même niveau de quand vous êtes arrivé, j'espère qu'il sera au-dessus. Et là, j'aurais fait mon job parce que le moment que vous aurez passé avec moi vous aura permis de vous élever. OK? Et c'est la façon dont j'ai envie de fonctionner. OK? Faites-moi le petit pouce pour me dire que c'est good. Bon, je vois que j'ai oublié un petit peu le tableau, mais bon, c'est pas grave, je le ferai en résumé, puis je vous le screenerai après. Dans la même foulée, je vais enchaîner sur mon point suivant, c'était le point 7. Tellement que j'ai parlé, en fait, j'ai recoupé le point d'après, mais c'était avoir un mindset d'abondance. Qu'est-ce que c'est qu'un mindset d'abondance? Mindset d'abondance, c'est de faire les choses sans rien attendre en retour, mais rien du tout. Mon explication, elle est simple. Et je vous reprends une histoire, et je suis désolé de vous raconter des histoires, mais c'est pour que ça vous parle davantage. J'ai un membre qui m'a dit l'année dernière, qui était dans le programme Le Club Privé, qui est le programme le plus avancé chez Level Up, qui un jour m'appelle. C'était le 3e mois, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est un programme c'était 9 mois. Non, c'était 12 mois l'année dernière qu'on a réduit à 9 mois cette année. Et au bout du 3e mois, il m'appelle en me disant « Lohan, tous les mois, quand je regarde mon compte en banque et que je vois l'investissement dans la formation, et ben en fait, ça me met limite au bord de la dépression et du coup, j'arrive plus à avancer, etc. » Ça a été extrêmement dur pour lui parce qu'il se focalisait uniquement sur ce qui sortait de son porte-monnaie et pas sur ce qu'il rentrait, alors qu'il gagnait très bien sa vie. Au moment où je vous parle, c'est quelqu'un qui gagnait plus de 5 000 € par mois. Okay, et il me disait, voilà, j'ai l'impression que parce que je sors de l'argent, que ça ne va pas, que je vais tout perdre, que je prends un risque, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il avait cette pression financière, okay, ce qui peut être tout à fait normal, mais je vais y revenir, ça lui faisait faire 100% de mauvais choix dans tout ce qu'il faisait. Création de contenu, les lives, son humeur du jour, la façon dont il interagissait avec les autres, etc., etc. Parce qu'il avait ce mindset, en fait, lié à la peur du manque, notamment le manque financier, il ne faisait que des mauvais choix, 100%. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au 4e mois, il m'a dit, écoute, Lohan, je préfère tout laisser tomber, j'arrête mon business, etc. Alors qu'il gagnait 5 000 € par mois. Alors qu'il y a d'autres personnes dans le groupe. D'ailleurs, vous avez un coach que vous connaissez bien, qui nous écoute également là en live et qui était également sur la même promotion du Club Privé l'année dernière, qui s'appelle Jérôme. Je prends comme exemple, il y en a d'autres, mais qui, au lieu de penser, OK, j'investis par exemple de l'argent ou oui, les gens n'achètent pas chez moi ou ils n'ont pas d'argent pour dépenser, ils se sont dit, OK, comment est-ce que je peux faire pour donner encore plus aux gens? Comment est-ce que je peux faire pour les aider encore plus pour qu'ensuite, il y ait encore plus de monde qui veuille bosser avec moi? C'est ça que j'appelle le mindset d'abondance, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on fait ne soit pas lié à l'argent. Encore un autre exemple. Parfois, il y a des gens, et je peux tout à fait comprendre, notamment au début, on a besoin de vendre, on a besoin de cash. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est qu'on n'est pas nous-mêmes quand on a besoin de vendre et qu'on a besoin de cash. Ça veut dire que n'importe quelle discussion Messenger qu'on va faire ne sera pas naturelle. N'importe quel appel de vente qu'on va faire ne sera pas naturel. Et qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas naturel? Ça ne marche pas. Et bizarrement, pour ceux pour qui tout va bien, bizarrement, on voit les taux de vente qui explosent. La vente, ça devient super facile. Les discussions Messenger, elles emmènent toutes à des appels. Pourquoi? Parce qu'ils agissent avec abondance. Que ça marche ou non, j'aurais essayé d'aider cette personne. Que ça vende ou non, j'aurais apporté de la valeur durant cet appel. Et il y en aura d'autres qui vont venir vers moi. Pareil, je prends un autre exemple encore. Parfois, dans le groupe,
Je vois les screenshots de gens qui disent « Regardez cette discussion-là, cette personne-là m'a dit qu'elle ne voulait pas continuer avec moi ou qu'elle ne voulait pas acheter mon programme. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je lui dis ?» Moi, ce que j'en pense, c'est que si elle ne veut pas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres prospects, il y a plein d'autres clients qui vont arriver si vous faites le taf. Voilà. Donc, plutôt que de passer du temps à récupérer quelqu'un qui vous a dit non, passez du temps à vous dire comment je peux apporter de la valeur aux autres. Okay. Bref, je m'étale, je vais encore dépasser mon temps, mais j'espère sincèrement que vous aurez compris mon propos là et c'est vraiment, vraiment important. Agissez avec abondance et dites-vous toujours que le meilleur est à venir et qu'il y aura toujours plus derrière. Et encore une fois, ne restez pas sur des choses qui n'ont très peu d'importance. Okay. Et également, lié à l'argent. C'est très difficile au début de faire abstraction à ça, d'accord? Soit parce qu'on a investi dans la formation, soit parce qu'on est un peu short en termes de cash. Mais la clé du succès se dévoilera le jour où vous agirez sans peur du manque, comme si vous n'aviez plus besoin de rien. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu la chance, j'espère en tout cas ici, de faire un appel de vente sans la pression, en étant soi-même ultra fluide. Et je ne vous cache pas la différence que ça crée quand on montre à la personne en face de nous que ce n'est pas nous qui avons besoin de lui, mais lui qui a besoin de nous et qu'on crée ce mindset d'abondance et qu'on n'a pas besoin des autres, ça change littéralement la donne. OK? J'en étais quoi? Point 8. Point 8, très très vite. Attitude positive, bienveillante avec tout le monde. On a parlé au début, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont dit quand j'ai demandé qu'est-ce que c'était que le mindset, etc., etc. Avoir une attitude positive et bienveillante est primordial dans l'entrepreneuriat et encore plus dans nos métiers. Vous avez sûrement déjà entendu le dire, vous le savez déjà, mais la question à se poser, c'est est-ce que je le suis tout le temps? Donc, posez-vous cette question, c'est vraiment une question intéressante. Alors, je vais même vous dire, je vais aller plus loin, je vais vous raconter une petite anecdote très rapide, encore une fois une histoire, désolé. Le soir, non, c'était pas le soir, le 26 décembre, j'ai rejoint un groupe d'amis et j'avais une question qui me traversait l'esprit et je leur ai tous posé. Je leur ai posé cette question-là, je leur ai dit, si tu te croises toi-même dans la rue, est-ce que tu vas t'adresser la parole? Alors, ils m'ont regardé. Alors, je vous dis pas les yeux avec lesquels ils m'ont regardé, ils ont halluciné complet, mais c'est une question que je trouve extrêmement intéressante à se poser. Est-ce qu'on se croise dans la rue? Est-ce qu'on va s'adresser la parole? Eh bien, vous savez ce que je me suis répondu à titre personnel? Je ne suis pas sûr tous les jours. C'est con quand même. C'est quand même nous. Eh bien, je ne suis pas sûr tous les jours. Et là, ça m'a fait un électrochoc. Des fois, je me dis, je pense que je n'ai pas envie de me parler. Et je trouve ça dommage, à titre personnel. Et en tout cas, je travaille là-dessus en me disant comment est-ce que je peux faire en sorte d'être plus agréable, plus ouvert, de paraître beaucoup plus souriant et donner aussi envie aux gens d'interagir. Et je suis assez content de faire ce choix-là, d'avoir eu cette prise de conscience-là. Et en fait, je vous invite vraiment à réfléchir à ce truc-là, parce que c'est un truc tout con. Mais je pense que c'est important aussi de donner envie aux gens d'être avec nous, encore plus dans notre métier. Clairement. Donc, voilà, et bienveillance, vous le savez, bienveillance, de toute façon, on est dans des métiers où on est là pour aider les gens, donc la bienveillance est obligatoire. Mais quand je parle de bienveillance, je ne parle pas uniquement avec nos clients, je parle également avec notre entourage, famille, amis, éventuellement équipe, pour ceux qui ont déjà des personnes qui travaillent avec eux. Je pense à des duos, je pense à des potentielles futures personnes qui travaillent avec vous, pour ceux qui travaillent aussi en salle encore ou en studio, avec vos collègues, etc. Posez-vous la question, est-ce que je suis vraiment bienveillant avec tout le monde? Et c'est hyper important de l'être avec le maximum de personnes. Je ne dis pas qu'on a toujours envie de le faire, je ne dis pas qu'il y a des situations qui ne nous permettent pas de le faire, mais je pense que très souvent, on peut l'être, et même avec des personnes avec qui on ne s'entend pas. OK? Est-ce qu'on est good par rapport à ça? Est-ce que ça parle à tout le monde? Yes? Bon, j'espère que vous vous poserez la question ce soir, si demain je me croise dans la rue, ou si cet après-midi je me croise dans la rue, est-ce que je me parle? Je vous raconte, et vous savez quoi, depuis ce jour-là, mes potes m'envoient des messages juste pour me poser la question encore, savoir si j'ai trouvé les réponses, et aussi pour se moquer un petit peu de moi, mais moi en tout cas j'ai la réponse à ma question, et moi perso ça m'a bien aidé. En numéro 9, vous le savez très bien, passage à l'action. Okay, c'est la résultante de certaines choses qu'on a déjà dit, le pouvoir de prendre des décisions notamment, d'arrêter de trop réfléchir, mais surtout de passer à l'action. Quand on procrastine à ne pas lancer quelque chose et à ne pas passer à l'action et qu'on attend, il ne se passe rien. On va peut-être lancer un petit quelque chose au bout de 3 mois, il va se passer un petit truc, mais ça va s'arrêter là. On retarde juste l'échéance, mais on ne progresse pas. Pourquoi l'action est importante? Bien qu'imparfaite,
Elle est extrêmement importante parce qu'elle nous permet d'amorcer quelque chose. D'accord? Je suis ici au point zéro, je le fais là, boum, je suis au point zéro, boum, j'amorce quelque chose. OK, ça a fait, j'ai progressé un petit peu, j'analyse et je refais. Il est tout à fait possible qu'on stagne un petit peu et qu'on reteste quelque chose et qu'on remonte. On reteste, on remonte. Mais le fait de passer à l'action régulièrement fait qu'on progresse systématiquement, soit parce que ça a réussi, soit parce que ça a échoué. Et quand ça a échoué, ce qui est bien, c'est qu'on peut se demander pourquoi ça a échoué, analyser et refaire différemment. Chose qu'on ne peut pas faire tant qu'on n'est pas passé à l'action. Est-ce que tout le monde me suit ou pas? Tant qu'on ne passe pas à l'action, on ne peut pas progresser. Un exemple tout con. Les personnes, et peut-être certains d'entre vous font cette erreur-là, suivent la totalité de l'accélérateur et se disent « après, je ferai ». Génial, mais tant que tu n'as pas mis en place les choses au fur et à mesure, il ne peut rien se passer. Et même la bonne nouvelle, c'est que ce que tu as vu au début, quand tu vas arriver à la fin de la dernière semaine, tu t'en souviendras absolument plus. Tout ça pour vous dire quoi? Passer à l'action régulièrement. Peu importe si ça cartonne ou peu importe si ça rate. J'ai passé une année 2022 à me rater sur la quasi-totalité des choses que j'ai lancées. J'ai lancé d'autres projets, j'ai lancé d'autres trucs à côté, etc. J'ai quasiment tout raté. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'en 2022, j'ai beaucoup appris. Et grâce à ça, grâce à cet échec-là, ok, je suis redescendu un petit peu sur certains domaines, mais ça me permet de recommencer, d'aller beaucoup plus vite que les autres, parce que j'enchaîne ce qu'on appelle ces boucles de feedback. Je fais, j'analyse, je fais, j'analyse, je fais, j'analyse, et je vais toujours beaucoup plus vite. Donc, si aujourd'hui, vous avez un truc qui vous fait flipper, une peur de passer à l'action sur un truc. Je reprends des exemples concrets que vous connaissez bien. Liste des 40. Annoncer sa date de lancement. Faire des appels à l'action. Montrer sa tête à la caméra. Faire son premier live sur son groupe. Déjà, posez-vous la question, qu'est-ce que je risque? Et qu'est-ce qui peut bien se passer? Mais surtout, faites. Et je vais aller encore un tout petit peu plus loin dans mon propos. Lorsqu'on démarre quelque chose et qu'on teste une chose pour la première fois, quoi qu'il arrive, ce sera de la merde. Partons de ce principe-là. Partons de ce principe-là qu'on doit accepter de ne pas être bon au début. On doit accepter le fait de « je dois démarrer à un certain niveau et ensuite je progresserai à force de le faire ». Là, quand vous me voyez animer une masterclass comme celle-ci ou que certains d'entre vous ont par exemple regardé mes vidéos YouTube, là, il y a tout le monde qui se dit « Lohan, il se débrouille quand même pas trop mal en vidéo ». Alors, je ne le dis pas parce que je suis pas humble, je le dis parce que c'est les retours que j'ai. Okay, Lohan, il se débrouille bien en vidéo, il sait animer des sessions, il est à l'aise à la caméra. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, la première fois que j'ai tourné une vidéo comme ça, elle m'a mis 2 jours à être tournée sur une vidéo de 3 minutes. J'ai mis 2 jours à faire la vidéo parce que je n'étais pas à l'aise. Mais par contre, j'ai fait, refait. Aujourd'hui, j'ai peut-être dû tourner 1000 vidéos, je ne sais pas. Et au bout de 1000 vidéos, je suis, oui, un petit peu plus à l'aise qu'avant. Yep. Bon, je vois dans les commentaires aussi que la première story, ouais, généralement, c'est le premier facecam, il est toujours hyper compliqué. Mais on a tous ce truc-là. Chacun d'entre nous, il a quelque chose qui le bloque, qui le fait un peu flipper et qui l'empêche de passer à l'action. Mais dites-vous bien une chose, et je reviens juste à la thématique, c'est les entrepreneurs qui réussissent le mieux passent à l'action rapidement, d'accord, pour tester leurs idées, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour comprendre, sortir de leur zone de confort. Yep. Allez, dernier pour finir. C'est encore une fois quelque chose de très commun ici et également ailleurs. Et je pense que il n'y a pas de place pour les personnes qui sont juste ici pour juste gagner de l'argent. Je pense que c'est extrêmement important et c'est le point numéro 10, c'est de savoir la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. On a tous des raisons qui sont diverses et variées. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'on ne peut pas faire ça que pour l'argent. Parce que ce moteur-là, les gens le sentent et les gens n'y adhèrent pas. Il faut avoir quelque chose qui est différent, peut-être plus grand. Ça peut être pour sa famille, ça peut être pour être libre, ça peut être pour construire une communauté. Il y a une fameuse vidéo que j'invite tout le monde à aller regarder sur YouTube. Je ne sais pas si quelqu'un aura l'amabilité peut-être de mettre le lien à tout le monde dans le chat. C'est un TEDx, c'est en gros le why, le pourquoi on fait les choses. Alors souvent, il y a des gens qui vont vous dire « Oui, moi j'ai envie de révolutionner l'industrie du coaching et d'aider plus de gens. » C'est pas ça le why. D'accord ? Je vous demande pas d'aller chercher un truc là. C'est juste de se demander c'est quoi notre motivation profonde de pourquoi on fait les choses au quotidien. Pourquoi on veut que ce putain de coaching en ligne fonctionne. C'est ça le why. C'est quoi notre raison qui, tous les matins, va nous faire le petit effort supplémentaire pour faire en sorte que ça fonctionne. Parce que j'ai un truc à vous dire. Merci beaucoup, Maïwa, pour le lien. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo-là. Okay, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je pense qu'elle est sous-titrée sur YouTube. C'est extrêmement important d'avoir un moteur
qui vous drive tous les jours et qui vous pousse à réussir quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, vous m'avez compris. Même si tu ramasses les poubelles à l'usine, tu as un pourquoi. Sinon, ouais, pardon, je pensais que c'était une question que tu me posais, que tu me disais, est-ce que tu as un pourquoi? Bien sûr, tu as même un pourquoi beaucoup plus fort que les autres quand tu ramasses les poubelles ou que tu vas à l'usine tous les jours. Ça doit être généralement nourrir ta famille, survivre. Ça, c'est des pourquoi où tu n'as pas le choix. Et généralement, les personnes qui réussissent difficilement sont ceux qui n'ont pas ce truc-là, pas ce pourquoi. Et c'est hyper intéressant parce que là-dedans, c'est pour ça que je vous invite à regarder cette vidéo-là parce que je ne serai pas suffisamment pointu pour vous expliquer ce concept du pourquoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est extrêmement dur à identifier, mais c'est extrêmement important d'avoir une motivation intrinsèque dans ce que vous faites. Quelque chose qui vous pousse, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous donne des ailes, quelque chose qui vous aide quand c'est un peu plus chaud. Est-ce que ça vous parle? Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il est important de ne pas faire ça que pour l'argent. Oui, l'argent, ça aide. Oui, l'argent, c'est important. Je suis le premier à le dire. Ce que je veux juste dire, c'est que ça ne suffit pas sur le long terme. Et d'ailleurs, même sur le court terme. Si, sur le court terme, on va pouvoir faire 10 000, 20 000, mais ça s'arrêtera là, on ne grossira plus jamais.